Eco & Co avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Les entreprises des Hauts-de-France sont dans le top 3 des donatrices en mécénat. La déléguée régionale d'Admicale est mon invitée. La sortie de crise impose de relancer la machine commerciale dans vos boîtes. Alors nous vous proposerons quelques pistes concrètes. Et puis on risque la pénurie d'eau cet été. L'industrie devra plus que jamais gérer cette précieuse ressource. Sachez aussi qu'un Européen sur 3 est frontalier. Nous sommes frontaliers puisque nous sommes voisins des Belges et des Anglais. Alors quel destin économique commun? La réponse de Bart Nouls d'Eurométropolis dans cette émission. Bienvenue, c'est Eco & Co. Bienvenue Katia Damani, vous êtes déléguée régionale d'Admicale. Alors Admicale, c'est une association qui accompagne les entreprises mécènes et qui promeut bien évidemment le mécénat. Une première question, le mécénat, c'est pour tout le monde, que l'on soit TPE, PME, TI, grand groupe? C'est absolument pour tout le monde. Le mécénat, c'est à la fois pour les grandes entreprises, les petites entreprises, les micro-entreprises, pour toutes les entreprises qui veulent s'engager. Alors un cocorico de France, puisque notre région est dans une dynamique plutôt positif. Sachez que le nombre d'entreprises mécènes a été multiplié par 3,4 entre 2010 et 2018. Bravo. On va regarder dans quel domaine. Regardez cette illustration. Quels sont les domaines prioritaires sur lesquels, alors je sais pas, on dit on mécène, c'est ça? Sur lesquels on s'engage. Ouais. Alors le prioritaire, c'est bien sûr le social en priorité, qui l'emporte assez fortement. Après, on a évidemment le domaine de la culture et le domaine du patrimoine. Un patrimoine avant la culture. D'accord. Et petit à petit, on a des secteurs tels que le sport et l'éducation, bien sûr, qui sont très fortes, des domaines qui demandent l'engagement. Est-ce que l'environnement, le développement durable est un sujet qui émerge et qui monte? Absolument, oui. Alors, ce n'est pas dans les priorités, mais l'engagement pour le climat devient aussi une vraie interrogation et une vraie source pour l'engagement. Oui. Alors, il y a différents types de mécénat où on finance, où on prête des compétences. Expliquez ça. Alors, on finance assez facile, on donne un don, on donne de l'argent à une association ou surtout à une structure d'intérêt général. C'est important que ça soit d'intérêt général. Et puis, il y a le don en nature, des objets, de la nourriture. Et puis, on arrive aussi au mécénat de compétences qui représente quand même aujourd'hui 32% de l'engagement des entreprises. Le mécénat de compétences, c'est quoi? Je suis salarié dans une entreprise et je vais dédier mon temps de travail à une association ou une structure en partie, bien sûr. Alors ça peut être une journée par an, 2 jours par an, quelques heures, mais c'est important de noter que c'est sur le temps de travail, à la différence du bénévolat de compétences. Alors je suis très content aussi de voir un autre enseignement de votre étude que vous venez de publier. C'est pas des actions all over the world qu'on accompagne, c'est priorité au local. Absolument. Parce que l'entreprise est un acteur du territoire. L'entreprise veut s'engager sur son territoire en priorité. Il veut s'engager auprès de structures qui sont proches d'elle et ils veulent pouvoir voir les impacts de cet engagement. Donc l'engagement territorial, il est extrêmement fort. Aujourd'hui, c'est une grosse tendance du mécénat. Alors, à ce stade, expliquez-nous les intérêts du mécénat, puisque vous nous avez dit que toute entreprise est concernable. Les intérêts, il y en a plusieurs. Déjà, c'est de s'engager dans une cause, dans une cause qui tient à cœur. Et puis, c'est aussi un vrai outil de RSE aujourd'hui. L'engagement, le mécénat, c'est un des outils de l'engagement du RSE. La responsabilité sociétale de l'entreprise. Absolument. Et c'est surtout un bon moyen d'attirer des talents, de motiver, de garder ses collaborateurs. Parce que l'important. Excusez-moi, on voit des belles photos là, à l'écran. Ce sont des entreprises mécènes de notre région. Absolument. C'est surtout, c'est Claire Operto là, que vous voyez de Pro Bono Lab, qui est une structure qui promeut bien sûr le mécénat de compétences, avec aussi un autre acteur de la région qui s'appelle
Engagement Simone. Ces deux structures sont deux structures qui travaillent sur le mécénat de compétences et qui met en lien les entreprises et les associations pour mettre en place des opérations. Alors, pourquoi les entreprises font du mécénat, hein, c'est aussi une question de votre étude. En tête, hein, vous allez le voir à l'écran, c'est, vous l'avez un peu dit, contribuer à l'intérêt général. Absolument, et puis c'est surtout de donner et valoriser le sens au sein d'une entreprise. Comment on s'engage et comment on donne du sens. Et ça, on l'a vu aussi depuis le début de la crise. Hein. Autant le collaborateur que l'entrepreneur veulent mettre en toile de fond un sens par rapport à leur action entrepreneuriale. Il y a aussi un autre intérêt, il est fiscal. Alors, c'est pas la première. 2003, ça compte quand même. Ça compte. C'est vrai que ça permet de donner peut-être plus, puisqu'on a le droit à une réduction fiscale. Voyez comme ça, voilà, oui. C'est une opportunité. Effectivement, pour le mécénat, on a un avantage fiscal qui est de 60% du don, dans la limite évidemment de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Et il faut savoir que dernièrement, une loi est passée pour les PME qui n'est plus limitée aux 5 pour 1000 de leur chiffre d'affaires, mais qui peuvent aller jusqu'à 20 000 euros. D'accord. Quand on regarde les sous-parties de notre région, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, est-ce qu'il y a des différences dans l'investissement? Alors effectivement, la Picardie est un peu en dessous du Nord-Pas-de-Calais, bien sûr, hein, parce que c'est une pratique qui est quand même historique dans le Nord, de faire du mécénat, qu'il est un peu moins en Picardie, mais qui se développe vraiment beaucoup. Mon homologue en Picardie en est bien consciente, et surtout, il y a une vraie réflexion de comment on s'engage sur son territoire pour son territoire. Je vous présente Bruno Jean, qui est directeur de l'agence Intérim Empreinte. On l'entendra tout à l'heure sur le sujet business. Vous êtes mécène, vous? Je suis mécène, oui. Alors sur quoi? Le club d'athlétisme de Lamel, le LMA. On fait du mécénat depuis 2 ans avec eux. D'accord. Le sport. Le sport, oui. C'est pour promouvoir le sport. Et les raisons du mécénat qu'on voyait avec Katia, ça vous concerne? C'est l'engagement RSE. C'est vrai que pour une entreprise aujourd'hui, avoir une marque employeur qui peut rayonner, c'est intéressant. L'avantage fiscal, clairement non, parce qu'on était mécène dès notre année de création. Donc forcément, ça pesait pas dans la balance. Mais on pourra donner. Mais c'est souvent le cas. Hein. La réduction fiscale n'est pas la première raison pour laquelle une entreprise s'engage. En 2 mots, quelles sont les grandes tendances? Mécénat collectif. C'est-à-dire mécénat collectif, des entreprises qui se réunissent ensemble pour pratiquer du mécénat sur souvent des thématiques qu'ils décident entre eux. Alors ça nécessite un peu d'organisation en amont, bien sûr, parce qu'il faut structurer cette démarche, mais le mécénat collectif est de plus en plus présent. On le voit, hein, on peut citer la Fondation du Nord, qui est la fondation du département du Nord, qui a mis en place leur fondation, la Fondation des Lumières ou encore la Fondation des Possibles, hein, qui se réunissent beaucoup d'entreprises pour travailler plus fort ensemble. Alors, entreprenez et mécénez, ça donne du sens à votre action économique. Voici les coordonnées de Katia, si vous êtes intéressé, pour la contacter. L'adresse du site admical.org, où vous avez toutes les informations sur les dispositifs pour entreprendre une action de mécénat. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous, on va continuer à parler business et relance du business. Bienvenue à Virginie Cliquenoy. Vous avez créé il y a maintenant 3 ans votre cabinet, votre entreprise, Opono, et vous êtes donc venu, il est avec nous, avec un de vos partenaires clients, Bruno Jean, une preuve. C'est intéressant qu'il soit là. Alors Opono, tout d'abord, ça veut dire quoi ? Alors en fait, quand j'ai créé ma société, moi j'ai une mission dans ma vie, je veux que tous les gens soient heureux. Et je me suis dit, comment contribuer au bonheur de tout le monde ? Rendez-nous heureux. J'ai la chance d'avoir été commerciale 12 ans dans la région, dont 5 ans à la Voie du Nord, et d'avoir une palette d'outils de tout ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent et tout ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, je me suis dit, je vais créer Opono accélérateur de business, et grâce à mes conseils et mes ressources, les personnes pourront être mieux dans leur quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cette société Opono, qui vient de la méthode hawaïenne. Une méthode, avec un bouquin que je vous conseille, Ce pouvoir est en vous, Oponopono, c'est la méthode. Voilà, c'est Oponopono, qui est une méthode hawaïenne ancestrale qui permet par de la gratitude et des méditations
d'avoir une autre vision de la vie, beaucoup plus simple et un lâcher-prise. Vraiment, ça change la vie à jamais. Moi, dans mon parcours depuis 3 ans, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes dans le domaine de la méditation et dans ces méthodes. Et vraiment, la vision, elle est complètement différente et plus légère. Donc, lâcher-prise, regarder les choses de manière plus simple, ça peut accélérer mon business? Eh bien oui, ça peut accélérer carrément son business. Aujourd'hui, j'accompagne, donc depuis 3 ans, j'ai accompagné 62 personnes, des dirigeants, des cadres et des entrepreneurs qui avaient soit une problématique de business. Tout le monde a souvent, quand on crée un super produit, mais de là à le vendre, là il faut des technicités. Quelqu'un qui a une activité qui fonctionne bien, qui veut la développer, mais qui ne sait pas comment faire. Des cadres qui, à un moment donné, ont perdu un petit peu le goût, un petit peu la niaque de leur métier, ils veulent retrouver du sens. Et aujourd'hui, la méthode Opono, c'est de manière un peu figurative, c'est une commode. On est tous une commode, on ouvre les tiroirs, on met les tiroirs, on analyse et on range chaque tiroir. Quels sont les besoins spécifiques en cette période de crise ? Alors, depuis 1 an, mon accompagnement a rajouté une petite couleur différente qui est beaucoup d'écoute. Alors, je suis déjà quelqu'un qui écoute beaucoup et qui m'intéresse beaucoup aux personnes. Sauf que là, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les personnes ont besoin de poser, ce qu'on ne peut pas forcément dire à ses salariés, à son conjoint, à sa conjointe, de pouvoir poser ce qu'on traverse. Également, demander des conseils et avoir un petit boost extérieur bienveillant. Donc ça prend quelle forme? C'est un coaching? Vous avez des rendez-vous avec votre client? Oui, donc en fait c'est un accompagnement qui dure entre 3 et 5 mois, à raison d'1 heure par semaine. Et pendant cette heure, la personne vient avec son actualité. J'ai telle problématique, je voudrais échanger avec toi. Quel conseil tu peux me proposer? Quel outil et ressources? On vous tutoie tout de suite. On se tutoie assez vite, ouais. On se tutoie assez vite dans l'accompagnement. Bruno Genre, quel était le besoin, la problématique à résoudre dans la mise en œuvre de cette méthode? C'était une problématique, quand on a créé Empreinte, le projet initial en septembre 2019, c'était d'avoir une agence déjà en région. Et puis finalement, ça a tellement bien marché qu'on en a eu 3. Et on ne l'a pas fait exprès. Et ce qui fait qu'on a eu besoin d'avoir, je pense, un accompagnement, Virginie, avec sa baguette magique, pour nous faire prendre du recul et vraiment structurer les choses. Parce que voilà, on peut vendre notre produit, nos services, mais le problème, c'est de savoir comment on va manager. Et avec la casquette de patron, qui était nouvelle pour moi à cette époque-là aussi, et que je ne voulais pas imposer forcément à mon entourage, mais à un professionnel. Quand on est patron et qu'on investit dans ce type de démarche, on attend un retour sur investissement. C'est quoi pour vous? Moi, le retour sur investissement, c'était de pouvoir vivre sereinement ma nouvelle casquette de patron, de pouvoir faire en sorte de l'assumer, on va dire, et faire en sorte que les 8 salariés de chez Empreinte se sentent bien et que voilà, on soit structuré avec des valeurs qui nous représentent tous. C'est ce qu'on a pu faire avec l'accompagnement de Virginie. Alors, je vous pose 1 ou 2 problématiques. Par exemple, patron d'une TPE de 5 salariés dit bon, ça fait 1 an qu'on est en télétravail, je dois relancer la machine, remotiver mes commerciaux. Quelle est votre réponse? Et ben pour motiver des commerciaux, il y a un de mes anciens managers chez l'IRECO qui se connaîtra peut-être, qui disait un commercial, pour être motivé, il faut au moins 2 des 3 choses, c'est les 3 P. Plaisir, donc prendre du plaisir dans ce qu'on fait, dans son produit. Pouvoir, alors pouvoir avoir du pouvoir dans son poste, etc. Et pognon. Voilà. Et donc, moi, j'ai grandi dans cette entreprise comme ça. Et en fait, c'est de retrouver, avec ce qu'on a traversé, qu'est-ce qui anime et le sens, pourquoi on fait ce métier, qu'est-ce qui nous plaît, et c'est d'aller retrouver voilà, le sens qui fait qu'à un moment donné, on a acheté ce métier comme quand on se marie et qu'on traverse des moments compliqués. Quand on va chez le thérapeute, et ben, on se souvient de pourquoi on a aimé la personne il y a 5, 10, 15 ou 20 ans. Voilà, c'est un peu pareil. Très bien. Allez, encore une question. Je suis patron d'une PME de 62 salariés. Économiquement, ça a été très chaud en 2020. Je navigue à vue, j'ai la tête dans le sac. Comment reprendre la pêche? Eh bien, la priorité que j'impose à tous mes clients, alors j'impose, on s'entend, c'est de prendre soin de soi et de prendre du temps pour ça. Donc c'est-à-dire qu'on organise aujourd'hui les agendas, c'est-à-dire je regarde les agendas un peu de toutes les personnes que j'accompagne, et dans la semaine, il y a une obligation de prendre une demi-journée pour soi, à faire son activité. Souvent ils ont oublié. Et hors week-end?
hors week-end évidemment, parce que le week-end c'est la famille, les amis, les enfants. Et en fait, la semaine, de prendre du temps pour soi, souvent les personnes ont oublié qu'ils ont aimé un temps faire un instrument, la peinture, le golf. Et du coup, c'est une obligation de prendre du temps à la fois pour se reposer, se ressourcer, et puis pour prendre de la hauteur. Dans mon bureau, j'ai un petit avion du Petit Prince, et souvent je leur dis, allez, on monte dans l'avion, et on regarde d'en haut, et là on se pose, et après on atterrit, et on repart. Un petit peu comme la fusée avec Thomas Pesquet, mais voilà. Parce que l'avion avec Petit Prince Saint-Exupéry, il a mal fini son Mais elle est convaincante, merci beaucoup. Merci. Alors vous notez l'adresse d'Opono, un site bien foutu en plus, votre site, hein, où il y a plein d'informations pratiques et vous pouvez prendre contact, opono.com. On va parler d'un truc un peu moins réjouissant, c'est l'eau qui est en danger. Alors, suite et fin de notre feuilleton sur l'eau des Hauts-de-France, je vous rappelle que seulement 22% de la ressource en eau est de qualité dans notre région et il y a une ambition de doubler ce pourcentage avec l'agence de l'eau Artois-Picardie et une mobilisation générale. Je vous rappelle l'adresse du site agissonspourleau.fr. Vous la notez puisque vous pouvez y déposer vos contributions jusqu'au 1er septembre pour partager des idées pour justement prendre soin de l'eau, et ça commence par nos propres comportements. Un zoom sur la zone urbaine de la métropole lilloise, parce que c'est là où se concentrent les problèmes, bien évidemment. L'eau est aujourd'hui plus que jamais un bien précieux à tous les égards. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on le surnomme désormais l'or bleu. Penchons-nous de plus près sur cette ressource en nous intéressant au territoire de la Marque 2. Le territoire le plus peuplé de la région, au développement économique important et où la demande en eau est considérable. D'où provient l'eau que je consomme ? Elle provient à 80% de prélèvements effectués au niveau des nappes phréatiques du secteur. Les 20% restants, eux, sont importés d'Aire-sur-la-Lys. Un territoire gourmand en consommation d'eau, puisque l'on comptabilise au total 80 millions de mètres cubes prélevés chaque année. Et si l'eau est gratuite, pourquoi dois-je payer une facture ? Oui, elle est gratuite, mais avant d'arriver jusqu'à notre robinet pour être consommée, plusieurs étapes sont indispensables. Il faut entre autres l'acheminer, la traiter et l'assainir. Et ce sont ces différents services qui représentent un coût. Notre facture comporte également 2 redevances versées directement aux agences de l'eau et permettant ainsi de financer les projets de préservation de nos ressources. Justement, dans quel état sont-elles ? Sur le territoire, les principaux cours d'eau sont canalisés, à l'exception de la Marque Rivière et de la Souchet. On note cependant sur l'ensemble de ces cours d'eau une dégradation issue du fort passé industriel, agricole et d'urbanisation du territoire. Comment notre territoire est-il protégé ? Il est protégé grâce au SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il fixe tous les 6 ans des objectifs précis pour maintenir ou améliorer la qualité des ressources. Pour 2022-2027, sur le territoire de la Marque 2, il a par exemple pour ambition de gérer et de traiter les eaux pluviales sur le secteur de Waterloo, ainsi que d'élaborer un plan d'action avec les agriculteurs pour protéger le pompage des Merins et de Salomé. À mon échelle, comment puis-je participer à leur préservation ? C'est grâce à de petits gestes au quotidien que nous pouvons agir, en sensibilisant notre entourage sur le sujet ou en économisant tout simplement notre consommation en eau. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une multitude d'exemples et de bons tuyaux sur le site agissonspourleau.fr. Alors rejoignez-nous, likez, partagez et ensemble agissons pour protéger nos ressources en eau. Regardez cette phrase du jour parue dans La Voix du Nord cette semaine, signée de Didier B, le maire de Zudos, c'est dans le Pas-de-Calais. Il répondait à un collectif d'usagers de sa commune. Il nous dit « L'eau va devenir une denrée rare, il faut se préparer à payer le mètre cube d'eau assainie à sa juste valeur, c'est-à-dire plus cher ». Alors on paie effectivement d'abord le traitement et l'assainissement de l'eau, et oui, on confirme, l'agence de l'eau confirme, on va payer l'eau plus cher, plus
plus 30-40% d'ici 10 ans. Donc vraiment prenons soin de cette ressource parce qu'on annonce dès cet été des pénuries. Je vous rappelle l'adresse du site agissonspourleau.fr. Vous avez jusqu'au 1er septembre pour y déposer vos contributions. Un Européen sur 3 est frontalier. Nous en faisons partie. Une rencontre récente avec Bart Nouls qui a lancé la newsletter Eurométropolis News qui picore des informations frontalières. Alors nous sommes effectivement frontaliers à double titre avec la Belgique et aussi avec la Grande-Bretagne dans les Hauts-de-France. Et ces zones frontières ont un impact particulier sur l'économie. D'abord, une première question, est-ce qu'on sait travailler ensemble? Écoutez le point de vue de Bart Nouls qui commence par une explication de texte. Nous ne sommes pas des transfrontaliers, mais des frontaliers. Transfrontalier, ça signifie c'est comme un autre pays. Donc, frontalier, ça me touche mieux parce que là, il y a déjà la définition dedans qu'on vit dans un même bassin de vie. Ce qui est en fait le fait que quand vous habitez Moucron et vous passez la frontière à Tourcoing, parfois vous ne remarquez même pas que vous passez la frontière. Et c'est aussi le cas entre Tournai et Lille, Courtrai et Lille. Donc en fait, nous vivons dans un bassin de vie, mais la seule manque, ou plutôt la richesse, est qu'on parle une autre langue. Et avec la langue vient aussi un peu une autre culture. On parle français, côté Wallonie. On parle flamand en Flandre, mais on s'anglicise de plus en plus en Flandre. Est-ce que c'est un frein à la frontière de ce phénomène ? Oui, absolument. Et en fait, c'est un peu un souci parce que moi, je travaille déjà longtemps dans des projets transfrontaliers, ou je l'appelle maintenant les projets frontaliers. Mais moi, je vois de plus en plus qu'on commence à parler l'anglais. Et là, d'un part, il y a les Flamands qui connaissent moins le français qu'avant. Il n'y a même pas un impulse ou pas on n'est pas forcé d'apprendre le français qu'à l'école, mais là, les élèves préfèrent plutôt l'anglais. C'est un peu dommage quand tu habites près des voisins qui parlent une autre langue. Mais je vois aussi côté français, bien, je connais pour les wallons, c'est peut-être plus facile. Mais là, je sais, j'en suis habitué, mais une fois qu'il y a un français qui entre une réunion, on commence à parler le français. Mais en fait, j'ai quitté, je me suis arrêté de poser un problème sur ceci parce que c'est plus intéressant de parler sur les thématiques qui nous touchent que, oui, il y a une langue et j'ai appris, pour un français, c'est très difficile d'apprendre le néerlandais. Ouais. Une dernière question, la crise sanitaire nous empêche de nous voir, de nous connecter. Quand on sera sorti de cette crise, quel sera votre rêve frontalier ? Mon rêve sera plutôt le rêve que j'ai vécu quand j'étais jeune, quand la zone Schengen était ouverte. J'avais même pas une voiture, mais j'ai vécu si longtemps une période où c'était tellement facile de croiser la frontière. J'étais presque tous les week-ends en France, en Wallonie. Heureusement, il y a beaucoup de Flamands qui commencent à apprécier la Wallonie par cette crise, parce qu'on peut libéralement voyager dans notre pays. Mais moi, mon grand rêve est de retourner à la situation où je peux fréquenter mes amis français tous les week-ends et je peux rester à découvrir votre pays formidable. Vivement, hein, Bart, pour qu'on puisse repasser la frontière et redévelopper des business de part et d'autre. Au côté Grande-Bretagne, c'est un autre sujet avec le Brexit. D'ailleurs, je vous invite à regarder mon LinkedIn avec des liens que je vous propose sur un cycle de séminaires Nouvelles Frontières qui a été engagé par la préfecture des Hauts-de-France. Et si vous avez des informations économiques, vous me les envoyez à cette adresse et je vous retrouve la semaine prochaine. Eco & Co,
avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.